Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse aux dernières cartes qui sont sorties post-Duelist Advance que j'ai pas encore vues, dont les cartes aussi qui sont un petit peu moins intéressantes, mais pour tout simplement finir à 100% dans l'analyse de toutes les cartes de cette extension, même celles qui ne sont pas intéressantes. Donc on est parti pour cette dernière analyse. Donc voilà la liste des cartes qu'on n'a pas encore vues. Donc on commence avec Link Slayer qui va avec l'archétype Ignister. Donc le principe, si on contrôle un monstre cyber, c'est qu'on veut faire un monstre Link pour un monstre Ignister. On peut utiliser cette carte dans notre main en tant que matériel. Si cette carte est envoyée au cimetière pour une invocation Link, on peut discard 1, target une magie ou piège sur le terrain, ou si elle était déjà sur le terrain pour être utilisée comme Link, on va l'envoyer au cimetière, et à ce moment-là on peut target 2 cartes sur le terrain, et derrière on peut détruire les targets. On ne peut utiliser ces effets de Link Slayer qu'une seule fois par tour, donc c'est une carte qu'on peut potentiellement jouer dans Ignister x1 qui permet de faire des links, de péter des MP, pourquoi pas, mais c'est pas une carte qui va clairement changer le deck et on n'est absolument pas obligé de la jouer, surtout que Ignister actuellement est extrêmement fort depuis la dernière extension. La deuxième carte, c'est un nouveau Leo Wizard de Dark Fiend, qui est tout simplement une adaptation à Leo Wizard, une ancienne carte de Yu-Gi-Oh! Donc une carte qui n'a pas forcément un effet très intéressant. Juste si elle est détruite par battle ou effet de carte, on va chercher un monstre qui a 1350 depuis le deck à la main, ce qui va pas trop nous intéresser, mais juste une ref au côté rétro de Yu-Gi-Oh! Ensuite, on a Wake Up Mocha. Ce monstre-là, il est intéressant avec un de ses effets, il permet de target un monstre face verso sur le terrain, de le passer face recto et de s'invoquer spécialement. Donc on a quand même une spé et potentiellement l'effet flip d'un monstre flip qui peut s'activer. Donc on peut la jouer potentiellement x2, x3, x1 dans des decks flip si on en a besoin. Par exemple, actuellement le meilleur que je trouve, ça reste Mimighoul. Mais clairement, tout dépend un petit peu de ce que vous voulez faire avec. Et le problème, c'est que si vous l'avez dans des situations où vous n'avez pas forcément grand-chose, c'est pas non plus une carte qui se suffit à elle-même, donc c'est pour ça que c'est pas une carte très intéressante, mais on peut potentiellement la rentrer dans des decks flip. Ensuite, on a juste ici Okano Mitsune no Tamayura qui va avec cette carte Link. Donc cette carte-là, si on a un monstre level 4, lumière, bête, plante ou fée, on va pouvoir l'invoquer spécialement. Pour le reste de son effet, pas très intéressant. En gros, c'est un monstre qui va permettre d'étendre les combos. Et au niveau de du monstre Link, c'est une Link 2 de monstre like en incluant un monstre bête. Notre adversaire ne peut pas target nos magies de terrain avec des effets de cartes. Et aussi, si cette carte est invoquée par Link, on peut target une magie rapide dans notre cimetière, la 7. Si cette carte est détruite, pour chaque terrain qu'on a sur le terrain, s'il n'y en a qu'un seul, on va pouvoir détruire une carte que l'adversaire contrôle ou infliger 1500 de dommages à l'adversaire. Si on en a deux, s'il y en a deux sur le terrain, on va pouvoir faire les deux effets. Donc c'est une carte qui n'est pas forcément la meilleure carte du monde, mais l'extender est plutôt bon pour certains decks, comme par exemple Ancien Dragon Féerique, et potentiellement c'est une carte qui peut être jouée aussi dans le prochain archétype Yumi, qui va arriver dans Justice Hunter. C'est les deux decks où potentiellement on peut jouer ces deux cartes. On arrive ensuite aux deux nouvelles cartes Regenesis, donc Sickle. Si on contrôle un monstre qui a 2500 attaque def ou défense, pardon, on target une carte que l'adversaire contrôle, on peut en target 2 si on contrôle notre Regenesis Lord, et on va bannir ces cartes. Si cette carte est dans le cimetière excepté le tour où elle a été envoyée, on peut bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre qui a 2500 attaque ou def depuis notre main. Donc ça reste une carte qui est plutôt bonne, qu'on peut rentrer x1 dans Regenesis. Personnellement, je le ferai pas parce que tout simplement, ça reste assez situationnel, et en plus, le deck Regenesis actuellement avec Kashtira, etc. fait vraiment le taf. Donc pour moi, c'est retirer un petit peu de sa stabilité de rentrer ce genre de carte. Au niveau de la deuxième carte, c'est une piège, c'est Regenesis Commons. On applique les effets par rapport aux cartes que l'adversaire contrôle dans la même colonne que les monstres Regenesis. Les monstres face recto annulent les cartes face recto annulent leurs effets. Les monstres face down ne peuvent pas changer leur position de combat, et les cartes magie ou piège face down ne peuvent pas être activées jusqu'à la fin du prochain tour. Donc c'est une carte qui n'est pas forcément mauvaise dans le principe, mais pareil, Regenesis, il peut aller chercher qu'une seule magie et piège depuis le deck à la main, et clairement notre burst est 1000 fois plus intéressante que cette piège là. Donc pour moi c'est une piège qui ne va pas être jouée, et la magie peut potentiellement être jouée x1 pour certaines situations, par exemple où on va nous bloquer les effets de monstre ou quoi, mais sinon je la trouve pas extrêmement intéressante. On arrive à Inferno of the Ascend, qui est une magie continue. Quand cette carte est activée, on peut placer directement la magie de terrain de Ascend depuis notre deck sur un des terrains. On peut target une carte face recto que l'adversaire contrôle, un monstre level 8 Dark Pyro dans notre cimetière, envoyer la carte au cimetière, invoquer spell le monstre depuis le cimetière sur le terrain de l'adversaire en position de défense. Donc le principe dans Ascend,
action, c'est vraiment d'invoquer Vados chez l'adversaire et ensuite de détruire Vados au timing qu'on a envie pour qu'il active son effet et détruise tous les monstres sur le terrain. Nos monstres ne sont pas destructibles par effet de carte. Donc potentiellement c'est une carte que je trouve intéressante x1 parce qu'on peut logiquement à chaque fois détruire notre Vados. Derrière il part au cimetière, on va rechoisir à chaque tour une carte chez l'adversaire, l'envoyer au grave, lui réinvoquer le monstre et ça va permettre potentiellement de retirer ses ressources et de réinvoquer à chaque fois notre Vados qui crée une interruption chez l'adversaire. Donc je trouve que c'est une bonne carte à jouer x1 dans le deck. Ensuite, on a Return of the Duelist. Si on a un monstre Xyz sur notre terrain ou dans notre cimetière, on peut ajouter une magie d'équipement depuis notre deck ou cimetière à notre main. Donc potentiellement, ça peut être joué dans Chevalier Noble, les decks qui vont jouer et des Xyz et du coup des magies d'équipement. Je trouve que c'est une carte qui va pas forcément être jouée parce que c'est des decks qui actuellement vont quand même assez rapidement vers leurs objectifs. Donc je pense pas que c'est une carte qui va être très intéressante. À la rigueur, on peut la caser x1 dans un deck qui va jouer les deux. Mais à part ça, je trouve ça pas très intéressant comme carte. Ensuite, on a Sudden Thunder Swamp qui est une magie continue. Quand cette carte est activée, on peut discard une carte et placer directement une magie, une piège continue depuis notre deck ou cimetière, qui est un EV qui invoque spé un monstre, excepté la carte discard. Si une carte qu'on contrôle est détruite par battle ou effet de carte et envoyée au cimetière ou bannie face recto, on peut target une d'elles et ajouter une carte qui a le même nom depuis notre deck directement à notre main. Pour moi, cette carte-là... concrètement, compétitivement parlant, les decks qui vont jouer des pièges continus, ça va être Argostar et ça va être l'archétype Odion. Ils vont clairement pas du tout avoir besoin de cette carte, en plus il faut l'activer et même après l'avoir activée, on a un coup de discard encore une carte. Donc rien qu'avec cette carte, on a besoin de 2 cartes pour accéder juste à une piège continue, ce que je trouve vraiment cher payé. Donc pour moi c'est une carte qui est pas très intéressante, du moins compétitivement parlant. Si vous jouez par contre un archétype un peu moins fort et vous voulez jouer des pièges continus, là ça peut être une carte qui est plutôt cool. Ensuite on a Spring qui est très compliqué à comprendre pour pas grand chose. Une fois par tour on peut choisir un nombre de places non utilisées dans les monstres main et si on le fait on place un nombre de compteurs season sur cette carte. Les zones ne peuvent pas être utilisées sur le terrain. Les monstres en contrôle gagnent 400 pour chaque compteur saison sur le terrain une fois par tour. Durant la end phase de l'adversaire, on peut prendre un terrain depuis notre deck et le placer directement face recto sur notre terrain et placer tous les compteurs saison dessus. Et si on le fait, on place tous les compteurs de cette carte sur cette magie de terrain. Donc en soi, ça permet d'aller chercher un terrain durant tout l'adversaire, d'augmenter l'attaque. Je trouve pas ça très intéressant, je trouve ça assez lent. Mais concrètement, si vous voulez vraiment jouer un deck un peu... si vous jouez un deck où vous bloquez l'adversaire, pourquoi pas, mais clairement je trouve pas ça très intéressant. Ensuite on a Trap Holic qui permet de target une magie ou piège qu'on contrôle, la détruire, et si on le fait, c'est une piège normale directement depuis notre deck. Si on a 3 pièges ou plus dans notre cimetière, on peut l'activer directement ce tour. Donc ça reste une piège normale, potentiellement les decks qui peuvent l'utiliser, cette carte ça va être Labyrinthe et Traptrix. Après à voir, pour moi tu dois quand même détruire ta propre piège, magie ou piège, on n'en joue pas qu'on a vraiment envie de détruire, du moins dans la plupart des cas. Donc je trouve que c'est un peu cher payé. Si on n'avait pas besoin de la destruction, ça ferait justement une espèce de Traptrix un peu plus sympa. Ça aurait été cool. Là actuellement je trouve qu'on détruit quand même une de nos cartes, ce qui est un peu dommage. Je pense pas que c'est une carte qui va être jouée parce que les deux decks sont déjà très bons sans ça. Ensuite, on a notre Shipping Error, donc quand une carte ou un effet est activé chez l'adversaire qui inclut un effet qui ajoute une carte depuis le deck à la main, on va créer l'effet qui dit que notre adversaire prend une carte depuis son deck. En gros, vous prenez une carte depuis votre deck, vous le donnez à l'adversaire jusqu'à la fin du tour. À la fin du tour, on la renvoie dans le deck et derrière, il pioche une carte. Ça bloque une carte, c'est quand même très cher payé pour pas grand chose, ça peut être une carte qui peut être intéressante. Dans des decks pièges, pourquoi pas, mais c'est franchement, on a vraiment beaucoup mieux que cette carte-là. Ensuite, on a Spirit Poacher, qui est une carte piège continue. Une fois par tour, durant la stand-by de l'adversaire, on peut activer un de ses effets. Placer un monstre depuis notre deck dans la zone magie et piège en tant que magie continue. Notre adversaire peut invoquer spé un monstre depuis sa zone magie et piège en payant l'attaque d'origine de son attaque directement depuis ses life points et derrière il l'invoque. Si un monstre à effet est invoqué spé sur le terrain de l'adversaire tant que cette carte est dans la zone magie et piège, on peut l'envoyer au cimetière. On peut derrière invoquer spé un monstre level 4 ou moins depuis notre deck. Donc ça reste une piège que je trouve plutôt intéressante, assez lente vu que c'est une piège. Mais en soi du coup on peut placer et nos monstres dans la zone magie piège comme les decks bête cristalline, ça peut être intéressant. Ou aussi Snake Eyes. Et en plus derrière l'adversaire on peut le forcer à invoquer un monstre, il perd des life points. Et en plus on peut activer du coup nous-mêmes notre propre effet et spé un monstre level 4 depuis le deck. C'est pas mauvais, après est-ce que ça va être joué, je pense pas, mais ça reste pas mauvais comme carte. Ensuite,
On a les supports de rituels avec notre Redying of Wraiths et notre Miracle Raven. Donc Redying of Wraiths, elle permet d'ajouter un monstre démon, donc en gros elle permet d'ajouter notre Raven directement depuis le deck et faire un token. Ensuite on met notre Raven dans la zone magie et piège en pendule, on envoie notre token au cimetière, enfin entre guillemets au cimetière, on invoque notre Raven. On peut l'utiliser en tant qu'entièreté pour une invocation rituelle et en plus quand on la sacrifie, elle peut aller chercher derrière un monstre rituel, donc ça reste un support qu'on peut jouer dans tous les decks rituels, ce qui reste assez intéressant. Ensuite, on a ce monstre Steel Stinged Sacrifice. Si cette carte est dans notre main ou notre cimetière, on peut révéler un monstre level 5 ou plus depuis notre main, activer un de ses effets, mais on ne peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour. Durant la phase de ce tour, on perd 1000 life points. Et si on n'a pas invoqué énorme le monstre révélé ou un monstre avec le même nom d'origine, on peut activer cet effet. On invoque spé cette carte depuis notre main, on ajoute une carte depuis notre cimetière à notre main, on bannit cette carte depuis le cimetière, et si on le fait, on ajoute un monstre level 5 ou plus depuis notre cimetière à notre main. C'est un monstre qui n'a pas vraiment d'intérêt, donc voilà. Ensuite, Xyzley qui est une carte exclue au TCG. Le monstre équipé va gagner 200 d'attaque pour chaque matériel Xyz sur le terrain. Une fois par tour, on peut activer les effets suivants par rapport au monstre. Si c'est un monstre Xyz, on peut détacher 2 matériels de ce monstre et set une magie ou piège Xyz depuis notre deck. Si c'est un autre monstre, on peut invoquer un monstre du même level que le monstre équipé depuis notre main en position de défense, mais on annule ses effets. Donc c'est une carte qui peut potentiellement être forte dans des decks où on va jouer par exemple Utopie, c'est pour ça qu'il y a l'image, mais dans les decks Utopie, dans les decks Gagaga, etc. Vous l'équipez à un monstre, vous pouvez spé un monstre niveau 4 depuis la main, vous l'équipez à une Xyz, ça vous donne accès potentiellement à votre contre-piège, donc clairement ça reste une bonne carte. Est-ce que ça va être joué? Pas sûr. Ensuite, on a Galaxy War Drake, spé sur notre terrain. Si un monstre level 4 light est spé sur notre terrain, on peut spé cette carte depuis notre main. Mais on la bannit quand elle quitte le terrain, on peut target un monstre level 4 qu'on contrôle et on peut faire que ce monstre et cette carte deviennent level 8, ce qui nous donne accès à nos monstres Galaxy. Donc ça reste une carte qu'on peut jouer x1 qui va permettre d'étendre les combos. Pareil, pas obligatoire dans le deck. Et on a derrière Moon Gardener et Moon Magicien qui vont avec les archétypes Xyz. Pour l'extra deck, on a notre nouveau Sécrétion Dragon. Un monstre dragon, un monstre magicien, c'est clairement une target qu'on peut utiliser pour Super Poly ou qu'on peut faire aussi dans des decks Blue Eyes. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on va bloquer absolument tous les effets de monstres invoqués spécialement dragon et magicien chez l'adversaire. Donc vous faites Super Poly chez le gars qui va jouer Blue Eyes et après il ne peut absolument activer aucun effet de monstre de ces monstres de son deck. Donc ça reste un très bon contre à Blue Eyes, mais ça reste aussi une possibilité, surtout en miroir, qui peut être intéressante. Ensuite, on a The Star Am, quand il est synchro, quand il est invoqué par synchro, on peut discard une carte invoquée par un monstre depuis le cimetière qu'on a utilisé en tant que matériel synchro. Et si on le fait, il est traité comme un synthoniseur. Si cette carte est dans notre cimetière, on peut discard 2 cartes et invoquer spécialement cette carte, mais derrière on la bannit quand elle quitte le terrain. Pour un deck potentiellement synchro, c'est sympa parce que on récupère directement un monstre du cimetière, donc on peut potentiellement repasser par une synchro, et en plus le monstre devient synthoniseur, donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour continuer un combo, donc ça reste une bonne carte pour des combos synchro. On a ensuite Heroic Champion Magnum Excalibur, 2 monstres level 4 guerrier. Si on battle un monstre de l'adversaire, durant la dommage calculation, on peut détacher 2 matériels de cette carte, doubler son attaque, et aussi effet rapide durant la main phase, on va pouvoir target un monstre face recto qu'on contrôle et équiper cette carte en tant que magie d'équipement qui donne 2000 attaques def. On peut bannir cette carte depuis le cimetière, renvoyer 3 monstres guerriers directement depuis notre cimetière dans le deck. Donc pour moi c'est encore une carte qui va être jouée potentiellement dans des decks où on joue des monstres de niveau 4, ou par exemple Noble Arms, ou alors tout ce qui est Infernoble, ça peut être intéressant, mais pareil, on n'a pas la place, je pense, et en plus, c'est pas non plus l'effet de l'année de pouvoir battle et aussi de pouvoir se mettre en équipement. La prochaine, c'est Valon The Super Sky Blaster. Durant la main phase, effet rapide, on peut détacher un matériel de cette carte, target un monstre sur le terrain de l'adversaire, le mettre en position face down, 2 monstres level 5, un monstre qui n'est de base pas très utile dans les decks, mais qui va être très fort quand Canine va sortir, parce que Canine a des monstres niveau 5 qui font des Xyz pendant le tour adverse, vous invoquez lui et vous avez une nouvelle interruption en effet rapide, ce qui est quand même très intéressant. Ensuite on a Gorgon Oscillotonia. On ne peut pas invoquer ou set des monstres dans des zones qui sont pointées par elle. Les monstres qui sont pointés par elle ne peuvent pas attaquer et aussi leurs effets activés sont annulés. Elle va gagner une attaque égale à l'attaque d'origine des monstres que cette carte pointe. On ne peut pas détruire elle ne peut pas être détruite par battle ou effet de carte tant que cette carte ne pointe pas de monstre. Pour moi ça reste une carte qui peut être intéressante avec Mascarena pour surprendre l'adversaire. L'adversaire invoque un monstre qui doit ensuite activer son effet sur le terrain comme Unizuri, c'est un exemple comme ça. Mais derrière vous faites Mascarena, vous mettez votre Gorgone là où il faut pour empêcher son effet ne peut pas être activé. Ça peut être un bon blocage, mais pareil en soi de faire avec une Masca directement
Une Little Knight, ça fait quasiment la même chose en meilleur, donc c'est une possibilité, mais je trouve que tant qu'il y a en tout cas une Little Knight dans la méta, il n'y a quasiment aucun intérêt. Ensuite, on a pour finir notre Ashlan U1000 qui est encore une fois un support pour les decks rituels de monstres de type et d'attributs différents. Si un monstre rituel que cette carte pointe attaque un monstre en position de défense, on inflige des dommages perçants. On peut utiliser ces effets suivants qu'une seule fois par tour. On peut révéler un monstre rituel dans notre main et ajouter un monstre rituel qui est le même type et attribut depuis notre deck à notre main. Si on invoque par rituel, on peut target une carte face-up que l'adversaire contrôle et la retourner à la main. Donc encore une fois, on la fait facilement dans des decks et en plus elle nous permet d'aller chercher des monstres rituels, donc extrêmement intéressante pour certains decks rituels. La dernière carte, c'est Psychic Omnibuster. Donc ce monstre-là, un monstre synthoniseur, non synthoniseur psychique. À chaque fois que notre adversaire active une carte ou un effet sur le terrain, on peut payer 2000 life points, déclarer un effet de carte, monstre, un type de carte, monstre, magie ou piège. On regarde au hasard une carte de l'adversaire. Si c'est la carte déclarée, on peut ou alors bannir la carte jusqu'à la fin de la end phase, ou alors cette carte ne peut pas être détruite par les types de cartes qu'on a déclarées. C'est clairement une carte qui est complètement inutile. En plus, il nous faut de la chance pour qu'elle soit inutile. Voilà pour cette vidéo, c'était beaucoup d'infos, beaucoup de cartes encore qui restaient, mais il y en a certaines qui étaient quand même plutôt intéressantes, et de faire des vidéos de 20 minutes dessus où je blablate, ça ne m'intéressait pas trop. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas si je me suis trompé ou s'il y a des choses que j'ai pas forcément vues au niveau du potentiel de ces cartes. Merci d'avoir regardé, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.